impôt sur les bénéfices des sociétés. Il propose de supprimer l'ISF, de sortir de l'assiette de l'ISF tout ce qui contribue à l'économie productive. Il propose également une simplification et un allègement de la fiscalité sur le capital avec une flat tax de 30% et sur les dividendes, les intérêts et également les plus-values. Donc tout cela va dans le sens d'une amélioration de la compétitivité et nous sommes bien conscients que la France a des marges de progression tout à fait considérables dans ce domaine. Reste le problème en Europe des travailleurs détachés, qui est un sujet qui est dans beaucoup d'esprits. La directive de 96 a été complétée en 2014. Maintenant, tout est dans l'art d'exécution. Et peut-être que les fédérations au plan européen, rassemblant les entrepreneurs, pourraient assurer un suivi de la mise en œuvre de ces directives et du respect des principes principaux. Nous sommes bien conscients qu'il va falloir aussi organiser la mise en convergence des législations sociales, fiscales, environnementales au sein de l'espace européen. Emmanuel Macron n'est pas favorable à la clause Molière, car elle risquerait de nous poser des problèmes considérables au plan juridique, bien sûr, mais au-delà, il faut être conscient qu'un certain nombre de travailleurs français sont à l'œuvre dans d'autres pays de l'Union européenne. Ils seront en quelque sorte eux aussi des travailleurs détachés et que nous risquerions de tirer une balle dans le pied en prenant de telles dispositions. Il y a certainement des précautions à prendre, mais là, l'exercice de vigilance peut être exercé notamment par les organisations professionnelles. Vigilance aussi quant au timing, vous l'avez respecté. Ai-je dépassé les 7 minutes? Non, c'est parfait. Bon, je vous demande de l'applaudir. Emmanuel Morel, pour l'équipe de Benoît Hamon, nous vous écoutons 5-7 minutes, vous aussi. Merci. Bon, évidemment, le dialogue avec les entreprises ne se résume pas à la campagne électorale. Pour les parlementaires européens que je connais ici, Jean, mais aussi Franck Proust, que je salue, qui est des Républicains à côté, c'est un dialogue constant avec les entreprises françaises, parce que nous avons à cœur, évidemment, de promouvoir le Made in France en Europe et partout dans le monde. Je reviens sur ce qu'a dit M. Spitz en introduction. Je pense qu'en tout cas pour Benoît Hamon et ceux qui le soutiennent, la mondialisation n'est pas un problème. La question, c'est qu'elle ne recèle pas seulement des opportunités, comme vous l'avez dit, mais aussi des risques et des menaces. Et la question, c'est évidemment de mesurer ces opportunités et ces risques, et surtout d'imposer des règles là où il n'y en a pas. Mais on ne peut pas nier que la mondialisation inquiète nos concitoyens, pas seulement avec ses conséquences économiques et sociales, mais l'impact des délocalisations, par exemple, quand vous discutez avec n'importe quel électeur, est très fort, et pas seulement ceux qui en sont victimes. Et puis vous avez aussi une forme d'insécurité culturelle, sociale, qui est liée à ce processus et qu'il faut prendre en compte, évidemment, quand on fait un programme politique et quand on aspire à diriger le pays. Après, sur les questions de commerce international proprement dit, d'abord, il faut reconnaître qu'après 30 années d'expansion quasi continue, il y a une rétractation du commerce international, en tout cas un ralentissement. C'est très net dans les 2 dernières années. Plein de phénomènes qui expliquent ce fait. Mais il y a aussi, Jean Arthuis vient d'y faire allusion à l'instant, un durcissement des positions d'un certain nombre de grands pays. Parce que la vérité, c'est qu'on a parlé de Baden-Baden, ce qui nous a un peu traumatisé en effet, ça c'est Trump. Mais si on prend les grands pays, la plupart ont un logiciel protectionniste très affirmé. La Chine, moi je peux vous dire, c'est un sujet sur lequel je travaille beaucoup, et notamment sur la question du statut d'économie de marché de la Chine à l'OMC. La Chine se protège. L'Inde se protège avec des règles pour les entreprises françaises. Pour en avoir discuté avec beaucoup de grandes entreprises qui sont présentes sur le marché indien, c'est très compliqué. Et même, on n'en parle pas souvent, mais l'Australie, le Canada, sont des pays aussi qui ont des règles anti-dumping pour protéger leur marché qui sont très forts. Et ça contribue, je pense, à cette rétractation du commerce international dont je parlais à l'instant. Puis il y a un autre phénomène, qui est un phénomène plus politique, mais qu'évidemment on doit prendre en compte, c'est l'émoi relatif aux accords de libre-échange. On n'en parlait pas beaucoup pendant des dizaines d'années, c'est la compétence exclusive de l'Union européenne. Et puis, dans la dernière décennie, il y a un certain nombre d'organisations, de partis politiques, de syndicats, de mouvements de citoyens qui se sont émus de grands accords de libre-échange dont ils avaient l'impression qu'ils étaient totalement exclus et que le seul objectif de ces accords était de favoriser des grandes entreprises, voire des multinationales, au détriment des PME, mais aussi
des normes sociales, environnementales. C'est typiquement le débat qu'il y a eu sur le TTIP, le TAFTA, qui a rejailli d'ailleurs sur le CETA, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais avec des questions qui étaient justes quand même, c'est-à-dire la question des... Parce que jusqu'à maintenant, les accords de libre-échange, c'était essentiellement sur les droits de douane. Donc ça posait assez peu de problèmes dans la négociation. Tu baisses tes droits de douane de temps sur tel produit, puis moi je te les baisse sur tel produit. Sauf que dans les accords de nouvelle génération, on a dit plutôt que les droits de douane, le vrai problème c'est la question des normes. Et évidemment, quand vous rentrez dans la question des normes, il y a intérêt à être quand même précis et vigilant. Parce que les normes sociales, les normes phytosanitaires, les normes environnementales ne sont pas les mêmes d'un continent à l'autre, d'un pays à l'autre. Et quand on signe un accord de libre-échange, il faut avoir ça en tête. Alors il y a une forme d'activisme de la Commission européenne sur les accords de libre-échange, mais pour une raison simple, c'est que, et Jean-Arthur le dit souvent, comme l'Europe par exemple, que ce soit sur les questions budgétaires ou sur d'autres domaines, a finalement un champ d'action assez restreint, la politique commerciale, c'est vraiment son domaine. Et donc, elle multiplie les accords, parce que l'intuition de M. Barroso, il y a quelques années, c'était de dire, pour relancer la croissance en Europe qui est en berne, comme on ne va pas faire une action sur la demande ou la relance de l'investissement, parce qu'à l'époque c'était tabou, eh bien on va multiplier les accords de libre-échange. Le problème, c'est que, d'abord, les résultats ne sont pas forcément au rendez-vous, et puis ça pose un certain nombre de questions, alors pour l'industrie, bien sûr, mais aussi pour le monde agricole, parce que sur le CETA, je ne sais pas si on en parlera tout à l'heure, mais les questions principales, c'était lié aussi aux questions agroalimentaires. Alors, les 3 priorités pour le candidat à j'y vais très vite. D'abord, il faut protéger l'économie européenne. Ce n'est pas un gros mot de protéger l'économie européenne, notamment par rapport à des concurrents qui ne respectent pas la règle, je parlais de la Chine tout à l'heure, mais aussi en favorisant ce qu'on pourrait appeler un Buy European Act, à l'instar de ce que font par exemple les Européens, c'est-à-dire privilégier les entreprises locales et européennes dans les marchés publics. Ça c'est le premier point. Deuxième point, il faut contribuer à faire rayonner le Made in France. Pour ça, on a des outils, j'y reviendrai tout à l'heure, la diplomatie économique. Beaucoup a été fait dans ce quinquennat, notamment sous l'impulsion de Matthias Fekl. Beaucoup reste à faire, notamment la synergie entre les acteurs à l'exportation, autour de Business France, mais j'y reviendrai, c'est pas seulement technique. Et troisième chose, là j'ai un point d'accord total avec Jean-Arthur, c'est la refonte de la politique commerciale européenne. Il faut un certain nombre de règles nouvelles, il faut l'obsession de la transparence, de la même façon que la COP21 a été négociée quasiment en open data. Je pense que les négociations commerciales aujourd'hui, nouvelle génération, elles doivent prendre en compte tous les acteurs, pas seulement certaines entreprises et certains dirigeants. Et puis enfin, il faudra poser clairement la question de la coopération réglementaire dans les accords de libre-échange et cette question des normes. On ne peut pas laisser à des technos, à des experts, l'harmonisation des normes, parce que ce n'est pas seulement des normes techniques, au détriment du politique. Et dans les accords de libre-échange, pour Benoît Hamon, comme dans toutes les questions politiques, la question de la souveraineté, elle doit être au cœur de notre projet. Et on va y revenir. Merci beaucoup Emmanuel Morel, je demande de l'applaudir. Merci. Pour François Fillon, c'est à vous. Merci à vous, merci de m'avoir convié. Évidemment, c'est un peu particulier de parler d'internationalisation et de mondialisation quand au mois de janvier, la France a connu quasiment l'un des pires mois en termes de déficit commercial. Et on voit bien que la question du développement économique de notre pays, du développement tout court, passe par l'intégration de la France dans l'internationalisation et dans la mondialisation. Et en même temps, les peuples refusent cette mondialisation. On le voit dans toutes les élections, il y a une sorte de repli sur soi. Les nations prennent le pas, mais surtout le nationalisme ou les nationalistes. Et donc il faut y faire très attention. Au fond, il faut jouer la mondialisation. Il faut que la mondialisation soit au cœur de la compétitivité française et européenne. Et en même temps, il faut se protéger des dérives de cette mondialisation. C'est au fond l'enjeu principal des politiques qui pourront être mises en place en lien avec les entreprises. C'est un peu ce que Bernard Spitz a dit tout à l'heure. Oui, il y a une France mondialisée, oui, une France mondiale, oui, il y a une France qui affiche ses valeurs et la conquête de ces valeurs, la diffusion de ces valeurs, mais en même temps, non à une France naïve, non à une Europe naïve, non à une vision asymétrique des rapports économiques mondiaux. Ça passe d'abord, selon François Fillon, par l'idée qu'il faut réinventer l'Europe. L'Europe, c'est la clé de voûte de notre compétitivité. La France ne peut pas être toute seule, c'est 30% du commerce international. Il me semble évident que des blocs de nations doivent jouer, et l'Europe est la première des nations commerciales, on doit donc jouer européen.
Mais pour jouer européen, pour donner confiance au peuple en Europe, c'est plus le cas du tout. Regardez partout, vous voyez, tout le monde le sait bien. Redonner confiance, c'est d'abord au-delà même des aspects économiques, redonner confiance sur la protection, sur la défense, sur la maîtrise des flux migratoires. C'est de concentrer l'Europe sur l'essentiel, c'est-à-dire qu'on comprenne quelque chose à l'Europe, une sorte d'obscurité. Franck Proust peut-être le dirait mieux que moi, mais une sorte d'obscurité dans le domaine de la prise de décision. Donc, il faut réformer les institutions européennes, faire converger les politiques, mettre en avant ce principe de subsidiarité dont on parle si longtemps et qu'on ne met pas en avant, puis il faut équilibrer les accords commerciaux, mais je vais y revenir. Donc premier point, beaucoup passe par l'Europe et par des réformes qui vont au-delà de l'économie de l'Europe. Le deuxième point, c'est oui, évidemment, la protection, mais non protectionniste. Il y a des candidats qui ne sont pas représentés ici qui parlent de protectionnisme intelligent. Il n'y a pas de protectionnisme intelligent. Le protectionnisme, c'est au fond la ruine du pays. Aujourd'hui, on gagne plus, enfin en tout cas, on gagne plus à l'ouverture internationale, on gagnerait un faux protectionnisme, et au fond les délocalisations aujourd'hui pèsent heureusement moins que la capacité à créer des emplois par l'évolution du commerce international. Mais la protection de nos activités, ça passe par un certain nombre de points. D'abord, c'est la défense de la mise en place d'un certain nombre de normes sanitaires, sociales, bref, nos modèles. Il n'y a pas de raison de moins bien défendre notre modèle quand on est dans le commerce international que quand on est dans le domaine politique. Des normes environnementales élevées, donc le contenu des produits en normes environnementales élevées, en normes sociales élevées, en normes sanitaires élevées. Et on verra d'ailleurs le poids des opinions publiques là-dessus. On verra quel est le poids des opinions publiques par rapport à la réalité économique. C'est vrai pour le travail détaché, j'y reviendrai si vous le voulez. Il faut aussi demander une stricte réciprocité dans les échanges internationaux. C'est pas le cas. Il y a une naïveté puissante. Cette naïveté, il faut la lever dans tous les domaines. Il faut réfléchir avec l'Allemagne à la création de l'accès au marché public, ce fameux Buy American Act traduit en Buy European Act. On en parle beaucoup dans les projets. Il faut le mettre en œuvre. On ne peut pas le faire sans les Allemands. Et puis il faut protéger notre économie contre l'extraterritorialité des lois américaines. Ça devient insupportable. Il n'y a pas de raison de passer sous les fourches-crocodiles de la législation et de la réglementation américaine, et on ne doit pas laisser les entreprises françaises ou européennes toutes seules devant les autorités américaines sans dépatouiller. Et puis il faut afficher notre identité. L'international, c'est aussi l'affichage de notre identité, de notre culture, de nos valeurs, de notre politique étrangère. Peut-être qu'on le dira un peu plus loin. Enfin, il faut armer les entreprises françaises et européennes pour l'international avec plus d'innovation, avec une défense de notre souveraineté technique, numérique, les politiques anti-dumping, les problèmes franco-français. Il n'y a pas de compétitivité pour les entreprises si on ne résout pas nos propres mots, MAUX. Les mots de compétitivité, on n'est pas assez compétitif, c'est le prix du travail, c'est la montée en gamme de nos produits, c'est la réforme du marché du travail, c'est la baisse de nos dépenses publiques et de notre fiscalité, c'est la stabilité de nos règles. Bref, tout cela, ça nous concerne nous, et ça ne concerne pas uniquement les Européens. Et puis, il faut essayer d'aider nos entreprises à l'export. Beaucoup de choses ont été faites, beaucoup, mais probablement pas assez. Il faut alléger les normes, il faut éviter les one-shots. D'ailleurs, on en exporte une fois et puis plus jamais après. Il faut développer les compétences d'un certain nombre d'outils, je pense évidemment à BPI, et puis il faut protéger nos entreprises, mais plus globalement l'économie française, contre la souveraineté que tentent de dicter d'autres pays, et notamment les États-Unis, mais bientôt la Chine, sur le numérique. Celui qui aujourd'hui dominera les technologies, dominera le monde, donc il n'est pas question de se laisser dominer dans ce domaine-là. Il faut que l'évolution des règles fiscales et sociales converge. On ne peut pas faire preuve d'une naïveté totale dans le domaine de la fiscalité, dans le domaine du social. Et puis il faut réinventer un mode de contrôle de nos propres entreprises. C'est pas uniquement au travers des règles classiques de prise en compte du capital d'entreprise. Il faut évidemment avoir les moyens juridiques de protéger nos intérêts stratégiques. Alors, la mondialisation, c'est des chaînes de valeur, c'est des entreprises mondialisées. On produit maintenant un produit fini dans beaucoup de pays, mais il ne faut pas oublier non plus que les entreprises, même mondialisées, ont une nationalité, et cette nationalité, elle est française et européenne. Merci beaucoup, Eric Woerth. Je viens d'applaudir. Merci. Alors,
véritablement de quelle politique commerciale internationale pour le futur quinquennat. Je vais appeler successivement, merci de les accueillir chaleureusement, Emmanuel Buteau-Stops, qui est délégué général de l'UIT, l'Union des industries textiles.